Hello, c'est Sévan, bienvenue dans ce module 1, les bases du neuromarketing. Maintenant que vous êtes en capacité de comprendre comment les émotions jouent et interviennent dans le parcours d'achat, les expériences que je vous ai indiquées dans l'épisode 2 de manière à comprendre comment les émotions et comment le cerveau peut nous influencer dans notre capacité à acheter un produit, on va maintenant revenir sur votre persona, le client idéal auquel vous allez vous adresser dans votre stratégie de communication. Tout ça, nous allons le voir dans cet épisode 3 qui s'intitule Définir le comportement du consommateur avant de lui vendre votre produit. On en parle dès maintenant. Module 1, épisode 3, c'est parti. Au sommaire de cet épisode 3, nous allons donc revenir sur votre persona. Je vais vous donner la définition et vous allez comprendre en quoi ça consiste précisément. Derrière, nous allons revenir sur tous les facteurs à la fois internes et externes qui permettent de caractériser tout ce profil type. Et donc, ça va être une liste assez longue. Ce n'est pas forcément l'épisode le plus pertinent de toute la formation. Mais mine de rien, à la fin, vous aurez un passage à l'action qui résumera tout ce que je viens de vous expliquer. Donc, vous pouvez prendre quelques notes, mais rassurez-vous, à la fin, vous avez tout un document qui vous est présenté de manière à passer à l'action et créer votre persona. Alors un persona, c'est une représentation d'un client idéal basée sur les comportements, les motivations et défis du consommateur. L'objectif, donc, c'est de cibler un segment spécifique de clients pour créer des messages et des offres et expériences personnalisées. L'enjeu, ça va être donc d'analyser le comportement de votre clientèle pour anticiper ses réactions face au contexte de vente dans lequel vous allez la confronter. En étudiant tout le processus cognitif, pourquoi un client choisit votre produit plutôt que celui de la concurrence, pourquoi un prospect abandonne son panier en cours de route, vous serez capable de comprendre les désirs et besoins de vos clients pour y répondre plus efficacement. Ne laissez rien au hasard parmi toutes les options auxquelles votre clientèle fait face, car vous pourrez lui souffler l'idée qu'il a besoin de votre produit dans sa vie. Encore mieux, l'idée viendra de lui-même. Pour comprendre comment ce mécanisme fonctionne, voici les attitudes et comportements des consommateurs. Je vous le disais au sommaire, nous avons deux facteurs, à la fois internes et externes, et les deux camps fonctionnent ensemble, ils s'influencent réciproquement. Tout d'abord, est-ce que vous connaissez la pyramide de Maslow? Cette pyramide, elle se définit selon 5 étapes où nous commençons tout en bas, les besoins physiologiques. Ce sont des besoins qui tournent autour de la survie de l'être humain, boire, manger, dormir. Et donc tous les produits qui correspondent à cette base sont liés au sommeil, sont liés à l'alimentaire. C'est vraiment des besoins et des achats que l'on fait par nécessité, car c'est dans notre survie de répondre à ces besoins physiologiques. Ensuite, nous avons les besoins liés à la sécurité. On ressent tous le besoin de nous protéger nous-mêmes, nos proches, notre famille. Et donc par rapport à ça, on retrouve des produits liés à de l'assurance, à des systèmes d'alarme chez soi. Tous ces besoins que l'on va retrouver se trouvent dans cette quatrième partie, le quatrième échelon de la pyramide de Maslow. Ensuite, les besoins d'appartenance. Nous ressentons tous le besoin d'appartenir à une communauté, de se sentir entouré. C'est lié à la sociabilité et à la fois familiale, à la fois dans notre entourage d'amis, à la fois dans notre entourage en couple ou pas. Et donc par rapport à tout ça, on va retrouver des produits liés aux réseaux sociaux. Ensuite, nous avons les besoins d'estime. Et donc c'est tout ce qui est lié davantage au monde extérieur et comment on nous perçoit dans la société, à la fois dans son entourage proche et à la fois auprès d'inconnus que l'on ne connaît pas. Et donc, on va davantage retrouver des produits haut de gamme liés au luxe, comme une voiture, comme une montre, je vous ai mis des exemples. Tout ce qui tourne autour de l'apparence, du paraître et de comment on est perçu dans la société, à travers notre image, personnelle, professionnelle, etc. Et ensuite, tout en haut de cette pyramide, on retrouve les besoins d'accomplissement. Ces besoins, ils sont tournés vers soi-même. Nous avons tous le désir d'évoluer et devenir une meilleure version de soi-même au fil des années, au fil des jours qu'on passe. Et donc nous allons retrouver des produits liés à ce développement, des livres, des formations, tout ce qui tourne autour de l'évolution de nous-mêmes pour devenir meilleurs.
Maintenant que je vous ai expliqué un peu plus la pyramide de Maslow et en quoi consistent les besoins naturels de l'être humain, et donc dans quelle échelle on retrouve un produit, vous-même, vous pouvez faire l'expérience de mesurer où se trouve votre produit par rapport aux besoins. On part d'en bas et donc naturellement on va vers le haut où l'être humain a besoin de répondre le plus possible aux besoins les plus hauts qui se trouvent dans la pyramide. Donc faites l'expérience, je vais vous donner quelques exemples. Tout d'abord, un matelas de la compagnie du lit. Au niveau de Maslow, on est tout en bas de l'échelle qui répond à un besoin physiologique de repos et de sommeil. Si l'on peut apporter un argument neuromarketing à ce produit, offrez à votre corps le sommeil qu'il mérite. Le résultat qui en découle, c'est de mettre l'accent sur l'importance fondamentale du sommeil pour la santé et le bien-être, qui répond directement aux besoins physiologiques de repos. Si je vous donne cette fois-ci l'exemple d'une montre Rolex, le niveau de Maslow, il est plutôt assez haut, c'est le deuxième étage avant le besoin d'accomplissement, donc on est au besoin d'estime qui répond au statut et à la reconnaissance, la vision que les autres portent sur nous. L'argument neuromarketing, l'élégance intemporelle de la perfection horlogère. On souligne le caractère prestigieux et l'exclusivité de la montre en jouant sur la reconnaissance sociale que procure le produit sur le regard des autres. Maintenant que vous êtes un peu plus familier avec la pyramide de Maslow, on va parler des valeurs du consommateur. Il y en a plusieurs, et donc c'est naturellement autour de ces valeurs que le consommateur va se porter. Il y a des valeurs d'éthique et sociales, des engagements envers des causes nobles comme la responsabilité sociale, le respect des autres. On peut retrouver des entreprises comme Patagonia qui luttent contre le réchauffement climatique et contre l'utilisation abusive de vêtements et de cette consommation dans notre société, et Vinted qui donne aussi une deuxième vie aux vêtements en les proposant aux utilisateurs de la plateforme. Ensuite, les valeurs de performance et de qualité. On cherche à obtenir le meilleur produit-service en termes de fonctionnalité et de durabilité. Des entreprises comme Apple, Dyson vont constamment aller dans cette démarche-là et les utilisateurs, les consommateurs de ces marques sont naturellement portés vers ce type de valeurs. Ensuite, les valeurs de simplicité et de confort. C'est lié à des solutions simples et pratiques de vie où on ne se casse pas la tête. Le consommateur, il veut de la simplicité, de la rapidité. On retrouve Amazon ou Ikea qui peuvent apporter cette forme d'attachement avec le produit. Les valeurs d'innovation et de nouveauté. On est plutôt porté vers des produits à la recherche de nouveautés technologiques dans la lignée des avancées de la société. Des entreprises comme Tesla, comme GoPro font partie de ces valeurs-là. On va constamment aller vers de la progression technologique. Des valeurs de famille et de communauté qui sont attachées aux relations familiales, l'entraide communautaire et l'importance de créer des liens. Des entreprises comme Airbnb ou Blablacar sont naturellement portées vers ce type de valeurs où la communauté va créer des liens, va automatiquement échanger, communiquer et donc favoriser ce développement de l'entreprise. Et enfin, des valeurs de santé et de bien-être. C'est relié à un mode de vie sain, de confort mental et physique, d'autant plus depuis la sortie du Covid-19. Des entreprises comme Strava, qui présentent dans cette démarche la communauté et le fait de se pousser un peu plus loin dans un enjeu sportif de course à pied, fait partie intégrante de ces valeurs et Horace peut également en faire partie. La motivation, selon trois facteurs. On retrouve également, après la pyramide de Maslow, les valeurs de la motivation. Qu'est-ce qui peut motiver un client à aller et se porter vers votre produit? On retrouve des motivations hédonistes qui sont dédiées au plaisir physique ou mental d'acheter un produit. Par exemple, j'ai bien travaillé ce mois-ci, je vais me faire plaisir en dépensant dans ma boutique préférée. On retrouve des motivations plutôt oblatives qui sont liées au plaisir d'offrir cette fois-ci. Avant des événements, on peut retrouver pendant les soldes ou avant Noël, avant un anniversaire, ce type de motivation qui apparaît davantage. Par exemple, offrir un bouquet de fleurs à son ou sa partenaire pendant la Saint-Valentin. Et enfin, des motivations d'auto-expression qui sont plutôt reliées aux besoins d'estime et de preuve sociale où l'on va acheter un produit pour montrer une évolution dans notre statut social, un besoin de reconnaissance. Par exemple, un nouvel emploi rapporte plus d'argent, donc je vais pouvoir m'acheter une nouvelle voiture. Donc instinctivement, c'est relié à la reconnaissance d'évolution. Identifier à quelle motivation répondent vos produits
dans le but de renforcer l'objectif d'acheter du client. Dès que vous êtes en capacité de comprendre ses motivations, ses valeurs, pourquoi il achète, vous serez davantage persuasif dans votre manière de communiquer et de lui présenter le produit. Vous-même, par exemple, qu'est-ce qui vous pousse à passer à l'achat? Est-ce que vous êtes plutôt tourné vers des besoins d'estime ou plutôt des besoins d'appartenance? Faites le calcul dans votre tête et établissez vers quels besoins vous vous tournez plus facilement pour acheter des produits. Ensuite, nous avons les freins émotionnels selon deux catégories. Les inhibitions, qui désignent un conflit cognitif d'un consommateur lorsqu'il est attiré par le produit, mais il est freiné par des contraintes internes ou externes. Par exemple, un individu se prive d'acheter un produit parce qu'il est en plein régime, donc naturellement ça va lui générer de la frustration. Et à côté de ça, des peurs qui ralentissent le processus d'achat. C'est peut-être l'ennemi numéro un de tout vendeur parce que la principale peur qui émane dans le cerveau d'un consommateur, c'est le prix d'un produit. Et s'il perçoit un rapport qualité-prix qui est trop faible, il va naturellement partir, laisser un panier abandonné. Mais il y a également d'autres critères qui peuvent rentrer en compte et donc activer cette peur-là, comme les conditions d'utilisation d'un produit. Si on présente un produit trop sophistiqué avant son utilisation, l'émotion de la peur peut intervenir et donc freiner l'envie, la motivation d'acheter et d'aller au bout du parcours d'achat. Identifier les peurs, c'est également pertinent pour ajuster votre message marketing et donc freiner ce processus cognitif qui intervient dans le client. Personne n'est différent dans cette manière-là, dans le parcours d'achat. Le consommateur, il ressent toujours une petite peur. Et donc, naturellement, pour l'identifier, ça sera forcément bénéfique dans votre manière de comprendre le consommateur et donc d'ajuster votre message, d'identifier sa peur pour le rassurer. On retrouve également la personnalité, la croyance, la perception. Chaque individu possède ses propres codes et donc, selon la manière dont vous allez communiquer avec votre audience, selon les informations partagées, l'image ou l'expérience apportée à vos clients, tout est différent et tout est perçu de manière différente. Donc, adaptez-vous à votre audience et comme le montre cette stat, 80% des professionnels qui travaillent dans le service client, ils estiment que l'expérience proposée par une entreprise compte autant que ses produits et services. L'expérience est donc indispensable. Si l'on se tourne maintenant sur les facteurs plutôt externes, on peut retrouver le contexte familial. Est-ce que vous adressez à des personnes célibataires, des personnes en couple, vivant sous le toit de leurs parents ou de manière indépendante? Ça peut avoir son effet car pensez au fait que votre message, véhiculé sur votre site internet ou dans vos publicités, il ne s'adresse pas toujours seulement à une personne, mais aussi aux membres de l'entourage, si jamais ils ont des hésitations sur le produit. On en vient à ce contexte social, ou est-ce que vous-même, vous avez déjà parlé d'un produit à un proche avant de le commander? On appelle ça les influences sociales engendrées par le regard des autres. Et c'est lié à ce besoin d'estime, où notre cerveau il procède à un mécanisme de comparaison pour déterminer s'il se sentira en adéquation totale avec votre produit dans son environnement. Pensez au fait que on ne s'adresse pas toujours qu'à une seule personne, le client, mais peut-être aussi ses proches. Ensuite, le contexte culturel qui peut rentrer en jeu. Ça peut jouer un rôle d'autant plus dans le contexte géopolitique actuel où selon la communauté religieuse, la classe sociale, j'en revenais les croyances ou valeurs, si vous optez pour un produit qui s'exporte à l'international et dont vous ciblez un marché un peu plus large que la France, vous devrez adapter votre message selon chaque pays et les croyances. Enfin, le contexte économique, forcément. Selon le positionnement tarifaire de votre produit, vous ne serez pas à même de toucher la même clientèle et donc d'influencer son choix. Une classe sociale avec des revenus élevés, par exemple, elle va davantage se démarquer ou satisfaire un besoin en lien avec la qualité du produit plutôt que son prix, car le prix, ce n'est pas forcément un frein émotionnel dans le processus d'achat. En revanche, si vous ciblez une cible plutôt avec des revenus moyens ou faibles, là, la qualité du produit sera moins un élément déterminant plutôt que le prix et donc la valeur de qualité-prix dans sa démarche d'acheter. Mettez-vous à la place du client. Je sais que c'est un travail de fond qui demande quand même pas mal de temps à effectuer, mais si vous êtes en capacité d'analyser les moindres facteurs, à la fois internes et externes, pour comprendre à qui vous adressez, vous serez beaucoup plus persuasif dans votre manière, dans votre stratégie de vendre votre produit.
Votre message, il aura plus de valeur et touchera plus facilement la cible si vous savez précisément comment influencer votre message marketing et donc à qui vous vous adressez. Maintenant que vous avez saisi un peu plus l'enjeu de votre persona, à vous de définir le profil type de votre clientèle. Notre équipe a mis à disposition ce document, module 1, persona de votre business, qui résume donc tous les facteurs internes et externes que je vous ai proposés. Il y a également des questions qui sont mises à disposition pour mener une réflexion un peu plus approfondie pour la connaissance et la compréhension de votre clientèle. Je vous laisse passer à l'action à travers le lien en description de cette vidéo où vous pouvez accéder à ce document. Avant de vous laisser passer à l'action et de travailler sur votre business, je vous quitte avec cette phrase. La motivation, c'est bien, mais c'est l'action qui crée le momentum. Ne laissez pas l'indécision vous retenir, commencez maintenant. Et vous verrez des résultats plus vite que vous ne l'imaginez. Je vous quitte là-dessus et on se retrouve au module 2.